Tatiana Ventose a sorti une vidéo sur le climat. Vidéo qui a fait beaucoup parler. Moi, je la trouve désastreuse. D'habitude, je fais pas ce genre de react sur des vidéos aussi longues parce que ça peut être un peu long. Mais là, il y a quand même beaucoup à dire. Donc, je pense que ça va être intéressant. On va pouvoir parler de tout ça. Je vous en dis pas plus. On est parti. La vidéo, elle s'appelle Réchauffement climatique. La peur de nous faire accepter la misère, la sobriété. Et c'est parti. Et c'est encore une belle journée de sécheresse et de canicule. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et vous l'aurez remarqué aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo un peu coup de gueule, dans un cadre assez approprié, je l'espère, au sujet de la vidéo. Ça fait un bon moment que je souhaite en parler de ce sujet, mais que je n'ose pas parce que je sais que je vais me prendre des torrents de haine de la part de ceux qui ne tolèrent pas d'entendre un point de vue, disons, plus mesuré que le leur. Je sais que je ne vais pas manquer de... Oh là 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 là. Déjà, j'aime bien. Je vais me prendre un torrent de haine de ceux qui ne veulent pas entendre un point de vue plus mesuré. En général, quand on a un point de vue mesuré sur YouTube, on fait pas énormément de réactions des gens parce que le point de vue est mesuré, en gros. Faire traiter de complotiste, de climato-sceptique, pour avoir osé, alors c'est même pas dire, c'est penser ce que je m'apprête à vous dire, mais tant pis. Parce que, à titre personnel, j'en ai juste assez du fait que si tu ne prêches pas l'apocalypse climatique imminent, on s'empresse de te faire passer pour quelqu'un d'irrationnel, pour un complotiste, voire un négationniste, avec tout ce que le terme renferme de sous-entendu, qui rappelle les heures les plus sombres et je ne sais quoi. Donc j'ai décidé d'ouvrir ma bouche sur ce sujet qui est, à mon sens, pris en otage. Véritablement, c'est pris en otage le terme. Et il est pris en otage en plus par des gens qui ont un rapport à la science à peu près équivalent à celui que l'Inquisition devait avoir vis-à-vis de la Bible il y a quelques centaines d'années. Alors, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de périphrases en disant ouais, vous allez me traiter de complotiste. Si t'es pas complotiste, si t'es pas climato-sceptique, personne va te traiter de complotiste, c'est climato-sceptique déjà. Si, peut-être des débiles et tout, mais ça devrait le faire. Et là, elle commence à dire oui, les gens qui sont en gros qui alertent sur le climat ne seraient pas dans la science, quoi. Pourtant, elle, de l'intro qui commence à dire oui, regardez, il pleut aujourd'hui, il fait pas très beau. Enfin, aujourd'hui il fait beau, mais d'habitude il fait pas beau. J'ai l'impression que ça a l'air d'être plutôt dans l'ordre du ressenti que du l'ordre de la science pour l'instant, sa vidéo. Pourquoi est-ce que je me décide à parler de ça aujourd'hui particulièrement plutôt qu'un autre jour ? C'est parce que j'ai lu un article absolument hallucinant du HuffPost que je vais prendre comme on va dire un cas d'école de la doxa d'une classe dirigeante qui travestit la réalité pour la faire coller à ses intérêts et nous faire accepter par la peur des choses absolument inacceptables. Donc c'est tombé sur cet article qui est juste, je sais pas, ça a été le déclic, ça a été la goutte d'eau, mais j'aurais pu prendre, je sais pas, des extraits d'émissions de télévision, des threads sur Twitter de journalistes ou d'experts qui ne se battent plus sur des faits avérés, mais sur leur angoisse existentielle due au réchauffement climatique. Donc voilà, elle nous dit, je vais parler, en gros, elle va débunker des gens qui ne se basent plus sur des faits avérés scientifiques, mais sur leur angoisse, sur leur ressenti existentiel, quoi. Donc elle se place un peu du côté de la science en disant ces gens-là ne sont plus dans la science, ils sont dans le ressenti. L'éco-anxiété. Et ces mêmes gens qui n'hésitent pas à exagérer ou à manipuler un peu la réalité pour la faire coller à leur récit. Voilà. Et alors qu'on soit bien clair, je ne doute absolument pas qu'il y ait toute une tripotée de dépressifs qui voient la réalité tout en noir sur la question de la planète, qui sont bien mises en avant sur les plateaux télé pour contaminer le reste de la population. Je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas véritablement anxieux. Dans ce cas, je me contenterai de dire que leur place n'est peut-être pas à la télévision pour nous être représentés comme des modèles à suivre, mais sur le divan d'un psy. Donc, ce qu'elle nous dit, elle commence par pré-shot un peu le truc, dire voilà, moi je ne nie pas le réchauffement climatique. En fait, vous allez voir tout du long de la vidéo, le fait qu'elle ait besoin de le dire, c'est un peu comme les gens. Oui, moi je suis pas raciste, je suis pas raciste. Par contre, c'est vrai que j'ai remarqué que c'est un peu toujours les mêmes quand même. Vous allez voir que la vidéo est un peu comme ça. Et nous vivons une époque incroyable. En revanche, je ne doute pas non plus que ces climato-hystériques ne soient que des sortes de leurres, des espèces de marionnettes qu'on nous agite pour faire passer autre chose dans la perspective d'obtenir le consentement des gens, c'est-à-dire nous tous qui sommes abreuvés de médias. Et
que personne, s'il vous plaît, ne vienne me dire dans les commentaires qu'il est immunisé contre ça, puisque vous êtes sur YouTube, moi aussi, et que sur YouTube aussi bien qu'à la télévision, on a de très nombreux influenceurs très très impliqués dans la lutte pour le climat. Quoi que ça veuille dire d'ailleurs, la lutte pour le climat, mais enfin pour notre époque, n'en a strictement rien à taper du sens des mots, toujours. Sur tous les canaux, partout dans votre vie, vous avez des gens qui viennent vous vendre des produits verts, bons pour la planète, du shampoing jusqu'à la voiture, voire au crédit immobilier, ou des abonnements à des forfaits d'électricité qui viennent d'éoliennes, donc du gaz et du charbon, hein, je le rappelle quand même. Non mais il y a une hypocrisie sur ce sujet qui est juste, qui devient insupportable, vraiment, enfin qui l'était déjà, mais là ils ont franchi certains paliers, on va en parler. Donc Ouais, mais je trouve que sur sa vidéo, elle va mélanger beaucoup de choses. Donc là, elle nous parle un peu des problèmes avec l'éolienne. Et c'est vrai que les pro-éoliens Total, qui disent pas que derrière, bon, vu que c'est une énergie intermittente, on va avoir un backup qui, si ce n'est pas du nucléaire, ce sera du charbon et du gaz. Quand on est pro-éolien anti-nucléaire, ce qu'on dit pas, c'est qu'au fond, on va avoir besoin de charbon et de gaz, quoi. C'est quelque chose de vrai, mais elle la lie à la fois avec la dénonciation d'élites qui utilisent le climat pour nous faire passer tel projet, sans pour autant nous dire quel projet, sans pour autant nous montrer de preuves pour l'instant. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mélangées. Pour moi, je trouve que c'est confus. Je dis pas ça pour faire le confusionniste, je sais pas quoi. Je trouve que c'est confus au sens propre, quoi. On comprend pas trop ce qu'elle raconte, quoi. on est tous exposés en permanence à cette question du réchauffement climatique de manière plus ou moins importante parce que c'est l'éléphant dans la pièce, si tu veux, il est partout. Et rien d'étonnant à cela, c'est simplement la nouvelle forme. Alors je ne dis pas que l'écologie n'était pas une vraie discipline initialement, mais aujourd'hui l'écologisme, c'est simplement la nouvelle forme qu'a prise l'idéologie dominante pour continuer de se perpétuer, parce que qui déteste... l'écologisme, la nouvelle forme de l'idéologie dominante, faut peut-être pas pousser quand même. J'ai pas l'impression que les accords de Paris soient très très respectés par le gouvernement. Non, c'est plus... Il agite un peu pour faire voter les jeunes, il dit oui, moi je suis un peu vert quand même, je suis sympa, machin, j'ai mis 3 éoliennes. C'est pas un grand écolo. Après, elle dit peut-être écologisme, voilà, pour dire, je sais pas si c'est ça qu'elle critique, mais encore une fois, c'est un peu bizarre. On sait pas si elle critique l'écologie, on sait pas si elle critique les militants réellement de gauche pour le climat, enfin, pour être de droite et pour l'écologie, à la limite, j'en connais pas moi, mais... je dis de gauche, sont des vrais militants pour le climat, quoi. Mais non, elle nous dit, voilà, l'écologisme qui serait la nouvelle idéologie dominante, je suis pas persuadé. Hein. De la planète, qui a envie de mourir dans des incendies de forêt, qui a envie de se battre pour l'eau, etc. Donc, je veux dire, c'est vraiment, c'est le truc affectif, émotionnel. C'est comme les gens qui te disent que, je sais pas, les luttes pour les droits des LGBT, c'est l'idéologie dominante parce que Netflix en parle ou parce que je sais pas qui fait du pinkwashing. C'est pas la même chose, je veux dire. Il y a des gens qui peuvent utiliser ces thématiques justement pour faire adhérer des gens pour qui c'est important. C'est pas pour autant qu'ils militent vraiment pour ça, quoi. Pure que l'idéologie dominante utilise pour continuer d'exister. Donc bref, tu ne retrouves pas ça seulement dans les moyens de diffusion de l'idéologie de la classe dominante que sont les médias, mais aussi dans ta vie quotidienne. C'est-à-dire que tu vas retrouver ça dans les projets de ta mairie ou de ton quartier, où il faut absolument que tout ait la mention éco-responsable, respectueux de la planète, etc. Quand tu fais tes courses avec les labels bio, avec les étiquettes où c'est écrit que c'est bien un produit 100% naturel, on va en parler à tes gamins à l'école, où on va leur enseigner à respecter la planète. Tu retrouves ça quand tu vas porter ta poubelle à la benne, quand tu fais couler ton... Pourquoi elle a l'air d'avoir le seum qu'on dise aux gamins comment respecter la planète C'est pas, encore une fois, elle met tout dans le même panier. C'est vrai qu'il y a des trucs un peu insupportables où on te vend un shampoing et il y a marqué avec du carbone ou sans carbone. Et là, t'es là, oui, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Et il joue sur le côté c'est naturel, c'est pas naturel. Alors que ça n'a pas de valeur, la nature, que ce soit naturel ou pas, ça veut pas forcément dire que c'est bon ou mauvais pour mon cuir chevelu, quoi. Mais elle marie ça avec le fait qu'on fasse de l'éducation à l'écologie aux enfants, qu'on fasse du tri sélectif. C'est très très confus, hein. Au robinet, que tu allumes la lumière, tu penses à ça, tellement c'est répété partout. L'écologie est présente dans tous les aspects de ta vie. Et là, à l'heure actuelle, en fait, je dirais plutôt, la distinction que je vous ai faite tout à l'heure, c'est plutôt l'écologisme, en fait, qui est présent dans tous les aspects de notre vie, puisque l'écologie, c'est simplement une discipline, c'est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu. Et comme on va le voir... L'écologie, c'est pas la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu. Hein. C'est plus la biologie, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On n'en est pas aujourd'hui à informer les gens avec des faits scientifiques de manière plus ou moins simplifiée ou vulgarisée. On a ici quitté le domaine de la rationalité scientifique et l'écologie, c'est devenu un simple habillage pour te faire accepter une certaine politique. Voilà. Donc elle a dit on a quitté le domaine de la science, donc elle se réclame de la science là. C'est de tout ça un petit peu qu'on va parler dans cette vidéo. Alors d'où ça vient ?
C'est parce que ça fait plusieurs semaines que je vois dans les médias des informations qui me paraissent absolument délirantes, toutes reliées au réchauffement climatique de manière directe ou indirecte. Et j'en ai, je vous l'avoue, hein, j'en ai un peu marre d'avoir l'impression qu'on me prend pour une buse, qu'on essaye de me faire peur avec des cartes où tout est toujours en rouge, où tous les records sont systématiquement battus, sauf quand il fait plus froid que d'habitude et là où personne n'en parle parce que c'est pas intéressant et ça ne nourrit pas ce récit-là, où on me prend... Ouais, mais si on veut sensibiliser les gens au réchauffement climatique, qui est un fait scientifique, hein, c'est un fait scientifique, c'est-à-dire qu'il y a un consensus scientifique sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique. Et même d'ailleurs, les gens qui le nient disent non, il y a un réchauffement climatique, mais ils pensent que c'est pas d'origine anthropique. Ils disent voilà, il y a toujours eu des variations. Aujourd'hui, il y a un réchauffement climatique, mais c'est pas la faute de l'homme. Donc en réalité, il y a vraiment un consensus sur le réchauffement climatique. Et il y a 2-3 mecs qui vont dire oui, en fait, c'est pas la faute de l'homme, mais la plupart des gens disent qu'il y a un réchauffement climatique anthropique. Ça, c'est la réalité. Donc étant donné qu'on veut montrer ça aux gens pour pouvoir faire de la prévention, on va pas leur montrer des cartes en leur disant regardez, il fait plus froid que d'habitude, et c'est bizarre quand même, il a neigé, hein, vous pensez pas que ça veut dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique? Non, parce que ça c'est un fait scientifique, donc du coup on essaie de montrer aux gens ce qui va dans ce sens-là pour pouvoir faire de la prévention. C'est comme si à la télé tu veux faire de la prévention contre l'addiction au tabac. Tu vas pas commencer à montrer des cas de gens qui ont 100 ans et qui ont fumé 2 paquets par jour toute leur vie comme contre-exemple. Bah, c'est débile parce que c'est contre-productif en fait. C'est pour ça qu'on fait ça. Et c'est vrai que ces dernières années, on a eu des sécheresses et des moments particulièrement chauds et donc on les a montrés, mais c'est normal aussi. Hein. Promets que je vais mourir de soif dans les flammes de l'enfer du réchauffement climatique. Et je vous avoue que moi qui n'aime pas la chaleur... ça m'emmerde encore plus. Tout ça avec cette seule impression que tout est toujours exagéré, dans un but pas du tout constructif en plus, où il n'y a pas de solution, de projet qui t'est proposé, hein, bien sûr. Systématiquement, c'est uniquement du catastrophisme. Et en plus de ça, avec le côté c'est vous qui êtes coupable, c'est vous les gens qui avez une voiture, qui prenez une douche tous les jours. T'as toujours l'impression à la fin que t'es une mauvaise personne, qui n'en fait pas assez pour l'écologie au quotidien. Et en faire assez pour l'écologie, ça consiste souvent à avoir un train de vie de bourgeois. Je suis désolée de le dire, mais voilà, il y a un autre niveau là-dessus. Alors là, elle dit un truc à la fois à moitié vrai, c'est-à-dire que c'est vrai que les bourgeois aiment bien mettre en avant une écologie qui est individuelle. C'est-à-dire que c'est par le mode de consommation individuel, c'est par le fait que tu ferais pipi sous la douche, que je sais pas quoi, qu'on va sauver la planète. En réalité, il faudrait légiférer, il faudrait planifier, il faudrait avoir des choses au niveau structural, en plus de choses au niveau individuel, pour pouvoir lutter efficacement contre la planète. Et c'est un peu facile de ne pas mettre de frein au libre-échange au niveau mondial, d'importer des trucs faits au Brésil parce que ça coûte 2 centimes moins cher plutôt que de le faire à 50 km de chez soi. Et par contre, de l'autre côté, de nous demander de pisser sous la douche. Ça, c'est vrai que c'est une réalité. Par contre, quand il nous dit oui, ça veut dire avoir un mode de vie de bourgeois de peu consommer, je suis pas d'accord, parce qu'en réalité les bourgeois consomment plus que les non-bourgeois, parce que les bourgeois prennent beaucoup l'avion, ils mangent souvent des produits qui viennent de plus loin ou des choses comme ça, donc non, les bourgeois consomment quand même pas mal. Hein. Qui est encore plus malsain, je trouve, c'est que le fait de dire ce que je viens de te dire, que quand même c'est peut-être un peu exagéré et c'est peut-être très culpabilisant, ça te fait passer directement dans la case mauvaise personne qui déteste la planète. Et ça commence à être excessivement insupportable. Parce que le monde ne se divise pas entre les gentils éco-anxieux qui vont au marché bio, mangent des steaks de soja et roulent en voiture électrique qui montent pas les côtes à la montagne, et les autres qui sont des méchants climato-sceptiques qui détestent la nature. Sachant d'ailleurs que sociologiquement, un Parisien écolo-vegan connaît 100 fois moins la nature que les chasseurs de mon village, mais on va pas s'arrêter à ce genre de détails. Donc voilà, je vais pas y aller avec le dos de la cuillère, hein, mais il faut que ça sorte. Et la difficulté du truc, c'est que c'est compliqué d'en parler, pour la raison que je ne suis pas climatologue, et je pense que c'est ça aussi qui m'a bloqué avant de faire cette vidéo pas mal. Je vous exprime ici un ressenti, dont je ne doute pas d'ailleurs qu'il est partagé par beaucoup de monde. Et vous voyez le problème de la vidéo, c'est que ça va être ça tout du long. Elle nous dit oui, les gens à la télé ne sont pas dans la science, ils sont dans le ressenti, ils ne sont plus dans le rationnel et tout, et là elle nous dit moi j'exprime mon ressenti. Alors elle a le droit d'exprimer son ressenti, mais elle peut pas fustiger ce qu'elle entend à la télé. Qui, même si c'est un ressenti en général, c'est pas des gens qui sont climatologues, vont dans le sens, d'une manière générale, du consensus scientifique, en elle donnant son ressenti qui va pas dans le sens du consensus scientifique. Ça n'a pas de sens en fait. Alors pas par tout le monde, mais par un certain nombre d'entre vous. Et pendant très longtemps, je me suis dit que ce ressenti, justement, d'être pris pour une buse, avec des exagérations permanentes sur l'écologie, pour nous faire culpabiliser, je me suis dit que c'était pas légitime, parce que ce n'était jamais qu'un ressenti. Voilà.
Mais en fait, quand on y réfléchit, mon ressenti, ton ressenti, d'avoir l'impression qu'on me prend pour une conne avec le climat, bah, il est au moins aussi légitime que les angoisses existentielles des petits bourgeois parisiens qui dansent pour le climat. Vu que c'est un ressenti. Enfin, si Oh là là, elle a utilisé la danseuse pour le climat. Bon, alors, au moins, elle l'a utilisé dans un contexte d'une vidéo sur le climat. Mais faut arrêter avec cette meuf, moi j'en ai trop marre, hein. J'en ai trop marre, hein. C'est cringe, hein. Arrêtez avec cette meuf, on s'en fout. En plus, je suis persuadé qu'elle connaît mieux l'état actuel des connaissances scientifiques sur le climat que Tatiana, qui a pas l'air de les connaître particulièrement. Elle, si c'est une militante contre le climat, pour le coup, elle s'y connaît sûrement plus que le gars que t'entends à la télé qui connaît rien, quoi. les gens ne se fondent pas sur des faits avérés, ils se fondent sur leur peur de voir la planète brûler. Enfin, ils en sont là. Donc il faut que je pose quand même quelque chose en toute simplicité. Je ne doute pas de la véracité d'une hausse des températures à l'échelle globale, à l'échelle de la planète. Et je ne doute pas de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, à savoir que ce réchauffement serait causé, au moins en grande partie, par l'activité humaine depuis la révolution industrielle. Pas par l'activité individuelle de chaque personne, mais par l'activité de l'humanité. Voilà. Et ce, C'est intéressant parce que là, elle nous dit, du coup, elle coupe. En fait, elle essaie toujours de couper l'herbe sur le pied. Je ne doute pas de ça. C'est comme. Encore une fois, je reprends ce truc-là, mais c'est comme quelqu'un qui vous dirait non, mais moi, voilà, je suis pas raciste, ça me gêne pas que y ait des noirs en France. Et puis après, il commence à déblatérer son truc. Ouais, mais vous trouvez pas qu'il y en a trop et vous pouvez pas que on les met quand même pas mal en avant à la télé. Et puis on peut jamais parler de racisme anti-blanc quand même. C'est un peu bizarre. Et c'est un peu ça sa vidéo. C'est oui, moi je doute pas qu'il y ait un réchauffement climatique causé par l'homme, mais quand même. Voilà, moi j'ai un ressenti, c'est qu'on me prend pour un con sur cette histoire, quoi, une conne sur cette histoire. D'ailleurs, même si la France n'a de nos jours qu'une responsabilité, donc un impact hypothétique assez minime sur le bousin, et que j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi. La France a un impact assez minime sur le bousin, quand même, on n'est pas dans les pays qui consomment le moins. Si tout le monde consommait comme un Français, je crois que c'est 3 planètes qu'il faudrait. Donc on consomme quand même pas mal, quoi. C'est chez nous plutôt qu'en Chine que les écolos font la leçon, mais passons. Non, en fait, j'ai pas de... Pourquoi c'est chez nous plutôt qu'en Chine que les écolos font la leçon ? Déjà parce que quand t'es français, tu fais la leçon avant tout à la France. Et la Chine ne pollue pas parce qu'elle consomme de fou. La Chine pollue parce qu'elle produit le t-shirt que tu as, Tatiana. C'est quand même incroyable, c'est censé être une souverainiste, Tatiana. Donc elle devrait comprendre que quand on délocalise des industries en Chine, on délocalise des émissions de CO2 en Chine, et que si la Chine produit énormément d'émissions de CO2, c'est pas parce qu'ils consomment comme des porcs, c'est parce qu'ils produisent pour la majorité de l'humanité. En fait, enfin, peut-être pas la majorité, mais c'est parce qu'ils produisent énormément. C'est comme le Kazakhstan, les émissions de CO2 du Kazakhstan sont énormes. Parce que c'est un gros producteur de je sais plus quelle matière première, et que du coup, y a beaucoup de transformations de matières qui se font là-bas et qui sont envoyées en Europe. C'est pas parce que les gars au Kazakhstan, ils consomment comme des oufs, quoi. C'est vraiment, mais même ça, elle arrive à se tromper là-dessus, alors que c'est censé être quelque chose qu'elle sait, je pense. Mal à comprendre, je vois très bien pourquoi. Ce qui m'interpelle ici, et qui, je vais le dire, me gonfle assez, beaucoup, c'est la manière dont tout ceci est propagé. Cette manière de penser le climat nous est imposée, et systématiquement en plus, sans qu'il ne nous propose aucune perspective ni solution. Si achète ma merde, voilà, achète ma voiture électrique, achète des parts dans mon éolienne pourrie, achète, voilà, c'est systématiquement, c'est achète, c'est éco-friendly, c'est éco-responsable, et ça va calmer ton éco-anxiété. Et la solution, c'est donc la consommation. C'est un problème, mais bon. Non, mais en plus, je peux comprendre ce qu'elle dit. Elle dit oui, c'est chiant parce qu'on nous dit en gros que c'est la merde, mais on nous propose pas de solution. Là, elle a pas tort. Mais du coup, ça veut bien dire que les gars qui dirigent le pays, ils en ont un peu rien à foutre en fait de tout ça. Parce que c'est vrai que nous, on voit le truc arriver et on a l'impression qu'on peut rien faire. On a l'impression qu'on peut strictement rien faire parce qu'au niveau individuel, on va pas changer les choses. C'est pas en consommant autrement qu'on va arrêter quelque chose qui est de l'ordre d'un système global, quoi. Et donc, on peut pas faire grand chose. Mais elle devrait remettre en question, du coup, justement, le gouvernement et dire bah voilà, moi j'aimerais bien qu'on planifie, j'aimerais bien qu'on gère mieux nos émissions de CO2 plutôt que d'aller nous raconter n'importe quoi et puis de dire que c'est la faute du gouvernement qui est trop écolo. Enfin, on comprend très très mal en fait ce qu'elle veut dire là-dedans. Et tout ça en plus avec la très désagréable sensation que c'est fait, que c'est mis en scène, parce que c'est de la mise en scène. Enfin, je veux dire, c'est un récit, donc il y a une forme de mise en scène là-dedans. Je pense qu'on va s'accorder sur le fait que toute idéologie dominante met en scène son récit. Hein. Tout ça est fait dans le but d'entretenir un modèle de société qui est devenu intenable, et dans le but de nous faire accepter une dégradation de nos conditions d'existence au profit d'une minorité de parasites et éventuellement de ces idiots utiles de la petite bourgeoisie qui en auront des miettes. La fameuse sobriété. Moi j'appelle ça la misère. Mais pour les bobos qui fantasment les classes populaires, c'est sans doute la même chose de toute façon. Je vous ai prévenu.
Donc là, elle nous dit oui que sûrement c'est fait, cet écologisme mis en avant pour pouvoir réduire notre niveau de vie. Et encore une fois, moi, vraiment, ça m'agace parce qu'elle pourrait faire une critique comme ça. Il y a des critiques comme ça et c'est en partie vrai. C'est-à-dire que des fois, on met en avant l'écologie pour faire une taxe, pour faire un truc, et puis au final, c'est le prolo qui paye, et puis l'écologie, on voit très bien que les mecs s'en foutent, quoi. Donc c'est une réalité. On peut utiliser en fait la thématique de l'écologie pour pouvoir briser des acquis sociaux. Ça peut arriver. Le truc, c'est est-ce que ça veut dire que le combat écologique est pourri? Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas se battre contre ça? Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'opposer à, je sais pas, la meuf qui danse contre le climat alors que pour le coup elle lutte peut-être pour ça, quoi? Et puis en plus, je trouve qu'elle utilise beaucoup le terme petite bourgeoisie, Tatiana, alors que voilà, on pourrait se demander de quelle classe sociale elle est actuellement. Je sais pas, j'aimerais bien qu'elle nous le dise. J'aimerais bien qu'elle nous définisse d'où elle est là, d'où elle parle. Quand on fait on détient sa petite chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on fait? Que j'irai pas avec le dos de la cuillère. Et j'en viens donc à cet article absolument hallucinant du HuffPost. C'est un article du 27 avril 2023 qui nous parle, comme une multitude d'articles de cet acabit, de la chaleur qui sévit en Espagne et qui va bientôt arriver sur la France. Ainsi, l'article nous prédit des températures avoisinant les 30 degrés, donc la barre symbolique des températures très chaudes, et il nous prédit ça pour le vendredi 28 avril en France. Alors, dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que même dans les endroits où il a fait le plus chaud vendredi 28 avril, on était plutôt autour de 25 degrés, 27 maximum. Même à... Oh là là, mais qu'est-ce que ça prouve? Ils ont cru qu'il allait faire 30 degrés, il a fait 27 degrés, mais c'est nul, putain! Sur tête dans les Pyrénées-Orientales, où l'on produit les abricots, et où le climat est considéré comme relativement chaud de manière générale, il a fait 25 degrés. À Mont-de-Marsan, il a fait 27. En toute transparence, mes sources, elles proviennent de la météo agricole, qui est une source, à mon sens, beaucoup plus précise et très localisée. Après, c'est une question de préférence personnelle, mais en tout cas, voilà. Mais c'est un truc de petit bourgeois ou de bobo d'utiliser la météo agricole. Je le fais aussi, mais voilà, c'est pas... voilà, des vrais prolos n'utilisent pas la météo agricole, mais regarde Evelyne Delia sur TF1. Moi, j'utilise les données de la météo agricole, qui est celle que les agriculteurs utilisent pour prévoir, justement, les variations de température heure par heure sur leur culture. Donc, c'est pas pour vous dire que vendredi 28 avril, on n'était pas au-dessus des normales de saison. C'est pour vous dire qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'exagérer la température de 5 degrés pour arriver à 30. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence que ça représente, 5 degrés? À quoi est-ce que ça sert? Sinon, à faire peur aux gens. Alors là... Mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, d'accord, il y a quelques semaines, ils se sont trompés, ils ont cru qu'il allait faire 30, il a fait 25. Mais qu'est-ce que ça prouve? Enfin, c'est quoi ça? L'article en plus nous dit tout de suite après que le réchauffement climatique est en cause. Ils l'ont même mis en titre de sous-partie, au cas où tu as la flemme de lire l'article, c'est bien en gras que c'est le réchauffement climatique qui est en cause. Et en plus petit en dessous, par contre, on nous dit attention, aucun record de chaleur ne sera battu en France, de chaleur pour le mois d'avril, mais il va faire quand même très chaud, attention. Avec à l'appui des illustrations de cartes par la chaîne météo, avec une carte de l'Espagne, accompagnée de la légende qui dit que les records vont être pulvérisés, tu vois, c'est... je sais pas, il fait 38 à Cordoue en avril en Espagne, oui, ça me paraît chaud, après... Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus sur un vieil article du Huffington Post? C'est quoi ce cherry picking pourri? Elle pourrait prendre le consensus scientifique et parler, je sais pas, d'un rapport du GIEC, non? Elle nous sort un vieil article, elle nous dit ouais, l'article s'est trompé de 5 degrés, merci. Vas-y, cherche des synonymes, toi. Mais vous êtes des malades. Enfin, je veux dire, moi, le terme là, je l'utilise même pas pour parler du déficit de la balance commerciale, et pourtant, donc on a la carte de l'Espagne, où tout est en rouge, bien sûr, et une deuxième carte que la chaîne météo nous montre, qui est zoomée uniquement sur le sud-ouest de la France, parce que le reste de la France... c'est pas grave. Donc on nous zoome sur la carte du sud-ouest où évidemment la vague de chaleur va remonter depuis l'Espagne et où du coup on a la carte, donc le quart sud-ouest de la France qui est bien en rouge. Le reste, visiblement, on s'en fout. C'est que la carte ne devait pas être assez colorée pour interpeller le chaland de toute façon. Mais ils veulent faire un article sur le réchauffement climatique, donc ils vont prendre les endroits les plus chauds, ils vont pas mettre le Nord-Pas-de-Calais. Parce que quand on regarde les températures qu'il a fait ce jour-là et toute la semaine autour à d'autres endroits de France, comme à Bouzonville en Moselle, à Dinan dans les Côtes-d'Armor, à Dunkerque dans le Nord, à Fécamp, à Guéret, à Laval, à Lons-le-Saunier, à Montbrison, à Pau, à Privas, à Sarlat-la-Canéda ou à Troyes, eh bien on est quand même loin de pouvoir colorier la carte de France en rouge. Tu sais, ce rouge du feu, des chaleurs atroces, de l'enfer climatique qui nous est annoncé par Mons et par Vaux. Ce bout de carte en rouge, c'est donc le réchauffement climatique qui le cause, en tout cas selon le météorologue interrogé par TF1, Guillaume Woznicka, qui travaille donc comme météorologue pour TF1.
et anciennement pour la chaîne météo. Donc c'est le météorologue de TF1 qui est interrogé par TF1. Quand je vous dis que des fois, je vous dis que ce milieu c'est un tout petit milieu qui tourne en circuit fermé, ça arrive quand même à me surprendre. Oui, après, j'en sais rien, moi je le connais pas ce gars-là, mais c'est peut-être plus ce qu'il dit que elle qui nous dit ouais, regardez, Aguerre il a fait 22 alors qu'ils annonçaient 25. C'est pas bizarre ça quand même, c'est pas un. C'est chelou, hein. N'importe quoi son truc. Bref, cet homme nous dit qu'avec ce qui se passe en Espagne, on se rend compte que ce n'est plus seulement en juin, juillet ou août qu'on peut avoir des canicules, mais dès le mois de mai, voire fin avril. C'est clairement un marqueur du changement climatique, dit-il. Oui, sauf que Météo France, juste au-dessus, dans l'article, nous disait explicitement qu'il ne s'agit pas d'une canicule, mais plutôt d'un pic de chaleur sur une journée avant de redescendre. Mais on s'en fout, après tout, il n'est jamais que météorologue. Quelle importance qu'il rapporte les faits de manière précise. La réalité, c'est pour les ploucs. L'heure est à l'angoisse climatique. Alors encourageons les gens à angoisser en faisant en sorte que les mots n'aient plus aucun sens. Et vous voyez, c'est précisément ce truc-là qui m'agace avec les discours apocalyptiques sur le réchauffement climatique. Parce que ça, en fait, ça a un nom. Ça s'appelle du confusionnisme. Ça s'appelle entretenir la... Oh là là, quand tu te fais traiter de confusionniste par Tatiana, après 15 minutes de bouillie intellectuelle, où on comprend rien, elle met en cause Macron, les bobos, de faire de l'écologiste, de je sais pas quoi, le Huffington Post qui s'est trompé de 3 degrés, ça prouverait je sais pas quoi sur le climat, oh là là. La confusion dans les esprits et empêcher l'analyse objective des faits. L'analyse objective des faits, elle nous dit que c'est son ressenti, elle, le truc. Des solutions, sous-entendu. C'est du confusionnisme en fait, parce que je ne suis pas climatologue, mais les gogos du climat qui viennent parler sur les plateaux télé non plus, les journalistes du HuffPost et de BFM non plus, Hugo Clément et Salomé Sakié non plus, et les mecs assis sur les bancs de l'Assemblée nationale ou dans les ministères non plus. Et pourtant, cela n'empêche ni les uns ni les autres de tronquer les faits, de travestir la réalité pour la faire coller aux intérêts qu'ils servent. Et franchement, je pense avoir un niveau de tolérance assez élevé pourtant, en termes du nombre de conneries que je peux supporter d'entendre dans la sphère politico-médiatique. Alors moi, j'ai un niveau de tolérance assez élevé pour supporter de regarder pour vous ce genre de vidéos toute la journée. Là, moi, j'ai vraiment un haut niveau de tolérance. Hein. Ça fait partie même de mon boulot. Mais c'est plus possible en fait de se foutre de nous avec le climat à ce point-là. À mon sens, on a vraiment franchi un cap. Il y a quelques... Mais quel rapport entre la météo en Espagne le 28 avril et le climat? Enfin, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça a un peu à voir, mais c'est pas non plus... tu as rien prouvé sur le climat avec la météo en avril. Semaine, quand ils ont essayé de nous faire passer que ça allait être la sécheresse partout cet été, ou dans tous les médias, ça répétait en boucle, attention, dans quelques mois, ça va être le climat du Sahara, il n'y aura plus d'eau, il faut des restrictions, etc. Alors qu'il pleuvait sur la plupart des régions concernées depuis 1 mois et demi. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que c'était... Mais si des scientifiques te disent qu'il va y avoir une sécheresse cet été, c'est pas parce qu'il pleut depuis 1 mois et demi que ça compte plus. Enfin, c'est complètement con. Si ça se trouve, il pleuvra pas assez. Moi, je suis pas spécialiste du sujet, mais j'imagine qu'il y a des moments où la pluie elle rentre plus ou moins dans les nappes phréatiques. Si ça se trouve, les niveaux je crois que c'est le cas d'ailleurs, les niveaux de nappes phréatiques sont relativement bas et ont du mal à se refaire d'année en année ces derniers temps. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'il pleut depuis 1 mois et demi et que cet été, par contre, ça sera quand même la sécheresse. Et puis il prévoit peut-être d'avoir, je sais pas, avril, mai chaud. Enfin, j'en sais rien moi. En fait, il n'y a pas de rapport, de lien logique, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour démonter ce qu'a dit, il n'y a pas de lien logique entre le fait qu'il a plu depuis 1 mois et demi et le fait que cet été, du coup, il n'y aura pas de sécheresse. C'est débile son truc. Pile au moment où Emmanuel Macron annonçait son éco-watt de l'eau, à savoir des perspectives de restriction d'eau, déléguées au préfet en plus, au moment où Macron nous a annoncé son éco-watt de l'eau. Attends, son éco-watt de l'eau, ça avait aussi beaucoup à voir avec Sainte-Soline quand même, hein. Il y avait un contexte politique aussi. Hein. Les médias, en même temps, comme dirait l'autre, nous annonçaient que ça allait être la sécheresse cet été. Il pleuvait partout en France depuis plusieurs semaines. Et malgré la sécheresse réelle du mois de février, parce qu'effectivement, février a été très sec, le début d'année a été très sec, et il y a eu une grande frayeur qui était totalement justifiée de la sécheresse, mais mars et avril ont largement compensé. C'est s'est remonté en fait. Donc... Non mais en gros tu dis ouais va y avoir une sécheresse, mais attends il a plu hier, qu'est-ce que tu racontes, il a plu là, et puis j'ai les cheveux mouillés là, je suis allé dehors, il y a un peu de brune, n'importe quoi hein. Les cours d'eau vont bien, voilà, hein, les cours d'eau vont bien. Encore une fois, mon exemple n'est pas un exemple qui vaut pour tout, mais écoutez vos sens un petit peu, regardez que sur une bonne partie du pays, il fait moche depuis le mois de mars. En fait cette personne,
nous dit au début. Il n'y a pas de méthode scientifique, ils disent leur ressenti, et puis là écoutez vos sens, voilà, il y a pas, y a de l'eau derrière moi et tout, c'est quand même simple. En fait, ce qu'elle reproche, c'est pas que les gens disent leur ressenti à la télé, c'est que ça corresponde pas à ses ressentis à elle. En fait, je pense d'ailleurs, on va faire de l'analyse, on est quand même sur, normalement ma chaîne c'est de la chaîne un peu analytique, un peu de haut niveau. Son problème profond et la peur de ces gens-là, c'est que leur ressenti à eux n'est pas pris en compte et qu'ils se sentent pas représentés. Il y a un gros problème de représentation, je pense, chez ces gens-là, et du coup, ils finissent par s'enfermer dans des trucs, des fois, qui deviennent totalement irrationnels, et on comprend pas trop leur combat, pourquoi ça prend autant d'importance. Mais c'est parce qu'ils ont leur ressenti et qu'ils entendent jamais un mec à la télé dire leur ressenti. Ils ont cette impression-là. Aujourd'hui, je trouve que c'est moins en moins le cas, parce que la différence entre Tatiana Ventose et Pascal Praud, elle est pas si éloignée, quoi. Enfin... Et qu'en plus, on s'est mangé un mois d'avril carrément dégueulasse. Donc encore une fois, sur la majeure partie du pays, c'est-à-dire partout, sauf sur le sud-est, parce que vraiment le pourtour méditerranéen est en galère totale. Voilà, il n'est pas question de le nier. Mais il y a quelques semaines, là, quand ils nous ont vendu la sécheresse qui vient cet été, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Enfin, c'est c'est au moment où Macron nous annonce qu'il va y avoir des restrictions d'eau, comme c'est pratique. Du coup, comme on est un mois d'avril assez froid quand même, qui fait humide sur l'essentiel du territoire, que les nappes phréatiques sont pas remplies partout, mais que là où ça l'est pas, on n'en est pas loin, et qu'on est en surplus hydrique sur la moitié nord, que l'essentiel du sud est en déficit hydrique très léger, genre 2%, et que le seul endroit où c'est effectivement très tendu, c'est la Méditerranée, le pourtour méditerranéen, ça a été compliqué pour eux de nous maintenir le récit de la canicule et de la sécheresse à venir. Donc ils ont arrêté, parce qu'à un moment, nos sens contredisaient. Elle dit, ouais, ça a été dur pour eux de maintenir le récit de la canicule et de la sécheresse à venir. Mais elle croit quoi? Elle croit qu'il y a un complot, il y a des mecs qui disent, oui, il va y avoir une canicule, hein, ça va être pourri. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à nous expliquer qu'il y aura une canicule ou une sécheresse à venir, quoi? C'est plutôt pas très très bon pour le président de dire ça. Quand il dit ça, ça le met aussi en face du fait que lui, il prend pas de mesures écologiques. C'est pas forcément très bon pour le tourisme et tout. Enfin, c'est pas si évident qu'il y a des mecs qui se mettent dans une salle et qui disent, ah ouais, on va dire qu'il y a une canicule alors que c'est des conneries, il va faire 20, tu vois. C'est trop ce que nous racontaient les médias. Et oui, je sais, c'est quand même souvent que ça arrive, mais là, fallait oser mentir sur la météo, le sentiment de pluie. C'est comme le sentiment d'insécurité ou le sentiment de pauvreté. Donc depuis, ils ont évidemment arrêté de nous balancer ce récit, mais la semaine dernière, il y avait quand même cette grave menace qu'ils n'ont pas manqué d'exploiter, et ce n'était pas la vague assez fraîche qui arrivait sur tout le nord de l'Europe, c'est la sécheresse et la canicule en Espagne et au Maroc, qui devait, vraisemblablement, peut-être, il semblerait, venir en France. En tout cas, c'est ce que nous dit l'article du HuffPost à la veille de l'explosion de chaleur à 30 000 degrés du vendredi 28 avril. Espagne, où tous les records du mois d'avril ont été battus, enfin uniquement sur l'Andalousie. Ah oui, puis les records d'avril 2011 n'ont pas été battus, mais là ça compte pas. Je l'ai vu ça. Mais pourquoi elle est salée comme ça pour des trucs de merde? Je veux dire, s'il a fait extrêmement chaud, mais qu'il a fait plus chaud une fois il y a 12 ans, qu'est-ce qu'on en a à faire? Putain, mais qu'est-ce que ça prouve sur le climat, son truc? C'est pas pour autant qu'il faut pas alerter les gens pour qu'on puisse monter une alternative écologique. En plus de ça, ça nous avantage quand on est dans le camp du progrès social, de la planification, de la nationalisation, des collectivisations. Nationalisation, parce que elle, je pense que c'est peut-être plutôt son camp, quoi. Mais voilà, c'est la gauche peut proposer, je sais qu'elle se revendique pas de la gauche, mais les gens qui veulent une alternative sociale et puis moins de libéralisme, on veut dire, les anti-libéraux peuvent plus facilement proposer une politique écologique. Parce que justement, on n'est pas pour le libre-échange à gogo et mettre le profit en avant tout le temps. Donc pourquoi elle se bat contre ça? L'écologie, c'est une putain de chance pour les gens qui luttent contre le système libéral. On dit, ouais, bon, t'es pas anticapitaliste? Ouais, mais par contre, pour le climat, tu penses qu'on va faire comment? Ah ouais, oui, d'accord, faut contrôler la production. Ouais, donc t'es quand même anticapitaliste, quoi. C'est ça le truc. C'est ce qui nous permet de ramener vers nous des gens qui sont pas forcément politisés sur les thèmes communistes ou socialistes, quoi. Dieu vu, venant de gens dont c'est le travail de parler du climat, qui te disent, juste avant le pic de chaleur du vendredi 28 avril, que la chaleur va pulvériser tous les records, y compris celui de 2011 en Andalousie, et qui, a posteriori, quand les températures n'ont finalement pas battu les records, répondent que non, mais finalement le record de 2011 y comptait pas. Je l'ai lu ça. Je vais pas vous dire de où, parce que de nos jours on se fait facilement accuser de lancer des campagnes de harcèlement, et que je tiens à ma chaîne, et que d'ailleurs les tenants du catastrophisme climatique sont pas. Parce qu'elle a lu un mec qui a dit non mais ça compte pas sur Facebook ou Twitter, et du coup ça voudrait dire que c'est le discours dominant, quoi. Enfin, on s'en tape. Particulièrement sensible sur ce sujet. Donc vous n'êtes évidemment pas obligé de me croire sur parole, hein, mais voilà, je vous rapporte ce que j'ai lu et dont j'ai d'ailleurs les captures d'écran, parce que
Voilà, c'est jamais. Du coup voilà, j'ai un peu de mal avec tous ceux qui t'expliquent du haut d'une posture pseudo-scientifique que le fait qu'il fasse chaud une journée, ça veut dire réchauffement climatique. Parce que dans mon souvenir... Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Par contre, les gens qui te disent le fait qu'il pleuve depuis un mois, ça veut dire qu'il n'y aura pas de sécheresse cet été, ça c'est totalement anti-scientifique. Mais personne ne te dit parce qu'il a fait chaud une fois, ça veut dire qu'il y a un réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est une réalité scientifique, c'est un fait scientifique en fait. Mais c'est sur la température moyenne mondiale, c'est pas sur le vendredi 28 mars à Pau. La base de l'étude du climat, c'est de savoir que ce sont des grandes tendances observées à l'échelle de la planète sur des années et pas un jour un peu plus chaud que d'habitude, qui nous permet de conclure qu'il y a effectivement une augmentation des températures globales. Parce que si on considère qu'un jour où il fait chaud, ça veut dire réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on peut dire du fait qu'en ce mois d'avril, ce sont des records de froid qui ont été battus? Et oui, le Royaume-Uni par exemple a battu ses records de froid fin avril, -7. Mais arrête de débunker des trucs que personne ne dit. Personne ne dit que parce qu'un jour où il fait chaud, ça veut dire qu'il y a un réchauffement climatique. Par contre, on l'utilise comme un peu exemple pour pouvoir faire de la prévention. C'est ridicule ton truc. Degrés en Écosse, jamais vu. Du coup, je vais faire quoi? Une carte en violet pour vous montrer qu'un record de température sur une semaine, c'est la preuve du refroidissement climatique. Véritablement, je me désole que des personnes qui se prétendent sérieuses en viennent à jouer les catastrophistes pour le simple plaisir de venir dire « Oh regardez, on a raison, il fait chaud pendant 3 jours, hein, c'est bien la preuve du réchauffement climatique. » Ouais, et les 2 mois où on se les pèle et où on a dû allumer la cheminée jusqu'au 28 avril, c'est quoi en fait? Ah, si on dit ça, on est climato-sceptique? Ça les rend quoi alors eux? Des climato-hystériques? Pareil, je ne peux pas m'empêcher de noter une coïncidence tout à fait heureuse, qui est que cette campagne de « Attention, c'est la sécheresse et la canicule en Espagne, il va faire très chaud, on va tous mourir », c'est tombé pile au moment où l'Union Européenne annonçait une nouvelle taxe carbone que devront payer les ménages. Ça tombe à pic pour sauver le climat. Ah oui, oui, vous n'en aviez pas entendu parler? Dans le cadre de la réforme de la taxe carbone du plan européen, il a été voté la semaine dernière que les ménages paieront un prix du carbone sur le carburant et le chauffage à partir de 2027. Ils disent que ce prix sera supposément plafonné, mais sans aucune garantie, puisqu'il sera fixé par le marché. Ça, pour le coup, c'est une eurodéputée française des Verts, Marie Toussaint, qui le dit. En tout cas, une taxe carbone que les citoyens vont devoir payer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer là? Je comprends pas, elle peut dénoncer ça et puis pas pour autant être là à critiquer le fait que c'est bizarre qu'on nous parle de réchauffement climatique. Enfin. Ouais, et tu vois, c'est dans le cadre du même plan climat qu'on nous exhorte à réduire la viande, qu'on autorise l'utilisation d'insectes dans la fabrication de nos aliments. Et oui, j'ai vérifié, c'est un vrai truc. Ou encore qu'on nous oblige à augmenter la... Dans 2 mois, ils utilisent le même You will eat the bugs. part d'énergie renouvelable dans notre mélange énergétique. Mix n'est pas un mot français, moi je parle français. Donc pour information, les énergies renouvelables, ce sont toujours ces panneaux photovoltaïques qu'on installe à la place des cultures agricoles, donc qui nous donnent à manger, en utilisant le fait que nos agriculteurs n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins grâce à leur travail, qui est donc de nous nourrir. Les renouvelables, c'est aussi les éoliennes qui défoncent complètement les sols de notre pays. Il y a quand même des raccourcis de ouf sur les panneaux photovoltaïques là. Pour ne produire aucune électricité, enfin, sauf si c'est adossé au gaz et au charbon, mais qui en tout cas rapporte beaucoup aux petites startups subventionnées qui les installent aux frais du contribuable et aux fonds de pension et autres gestionnaires de portefeuille qui héritent de leur gestion une fois l'installation terminée. Je vous ai entendu, vous avez dit la finance c'est s'y prendre. Et oui, il y a des intérêts de classe en jeu, parce que c'est là que le bas blesse. Il n'y a pas de complot, il n'y a qu'une lutte permanente entre des intérêts contradictoires, des intérêts de... C'est hyper confusionniste, parce que elle arrête pas de dire il, elle utilise jamais un lexique de classe, un lexique marxiste, un lexique clair et tout. Et puis après elle dit oui mais il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot, voilà, c'est la lutte des classes et tout. Enfin, c'est facile de faire ça. C'est comme dire oui, non mais je crois au réchauffement climatique, mais quand même c'est bizarre, hein. C'est bizarre, il a fait froid avant-hier là, c'est quand même bizarre. Non mais elle peut pas être claire un peu qu'on comprenne son logiciel. Son logiciel c'est un syncrétisme de tout ce que tu peux prendre par-ci par-là entre les théories un peu complotistes boomer Facebook et puis son passé républicain un peu marxiste et tout, enfin je comprends rien. De classe, je parle pas des intérêts entre les individus. Et dans cette lutte, il n'y a pas vraiment de règles. La classe dominante utilise simplement tout ce qu'elle a à sa disposition pour le rester dominante et pour éviter de se faire renverser. Donc si cet article du HuffPost a fait déborder le vase de ma capacité à tolérer l'irrationnel quant au réchauffement climatique, c'est parce que j'ai la très désagréable sensation que tout ça est utilisé pour nous faire accepter des mesures politiques qu'on trouverait en temps normal inacceptables et que l'urgence écologique et la perspective de mourir de chaud et de soif si on ne l'accepte pas peuvent aider à faire passer la pilule. Une pilule que le peuple français traditionnellement n'aime pas trop et refuse. Mais la dite pilule... Mais oui, mais encore une fois, tu peux critiquer ça. Tu peux critiquer le fait qu'on va avoir des politiques d'austérité qui vont, au final, plutôt défavoriser les plus pauvres, alors que les mecs qui sont riches, ils s'en foutent, ils pourront de toute façon consommer comme des porcs. Ça, tu peux le dire.
Mais pourquoi t'es obligé d'envelopper ça dans un discours ultra confus, où on comprend rien, et où on croirait qu'il y a un truc pas clair comme s'il y avait un complot sur le réchauffement climatique pour nous faire croire et tout. Enfin, évidemment, le pouvoir en place est un pouvoir de classe. Il utilise toujours des stratagèmes pour essayer de, en gros, surexploiter, plus exploiter les gens. Donc s'il y a une thématique sur le climat, il va dire c'est pour le climat qu'on fait ça. S'il y a une thématique sur, je sais pas, l'égalité homme-femme, il va faire croire que c'est pour ça qu'il fait ça. Enfin, il va toujours se servir des choses. C'est pas parce qu'il y a du greenwashing, du pinkwashing et des choses comme ça que ces combats sont disqualifiés, quoi. Pilule, c'est-à-dire un système qui permet à la classe dirigeante actuelle, donc la bourgeoisie financière, de continuer de régner, elle est de plus en plus difficile à avaler parce que le modèle d'organisation sociale qu'elle impose est en train de se casser la figure. En effet, à force de parasiter l'économie réelle, de nous prendre tout ce qu'on a, de chercher la réduction des coûts en délocalisant à l'autre bout de la planète, en faisant la mondialisation, eh bien ça crée les conditions de l'effondrement du système lui-même. Les contradictions sont telles que l'hégémon va créer les conditions de son propre effondrement ou de son propre renversement. Comment tu peux être analyste politique et faire une vidéo aussi mal écrite où on ne comprend pas trop où elle veut en venir, avec là des petits passages semi-marxistes, mais c'est bafouille un peu, quoi. Soit via des facteurs endogènes, contestation interne, soit en créant des ennemis de ce système-là qui utilisent les règles du jeu pour avoir les moyens de renverser l'ordre mondial établi, voilà, par la bourgeoisie financière, la mondialisation. Donc là, effectivement... Par exemple, parler de bourgeoisie financière, c'est quelque chose de confus. C'est un truc que font souvent les gens comme ça qui ne veulent pas assumer une vraie analyse de classe, ils vont dire bourgeoisie financière. Au lieu de dénoncer clairement, d'utiliser vraiment un lexique marxiste, parler de capitalisme, de bourgeoisie, de prolétariat, de petite bourgeoisie. Non, la bourgeoisie financière. Ça, c'est un peu un euphémisme, quoi. On croirait qu'elle assume pas son lexique pour pouvoir plaire aux gens qui seraient un peu plus anti-marxistes, quoi. Je veux dire, le problème, c'est quoi ? Elle voudrait revenir à une bourgeoisie non financière. Elle croit que c'était mieux. C'est ça le truc, c'est que derrière la bourgeoisie financière, on croirait que le problème, c'est le fait qu'elle soit financière. C'est comme les gens qui vont te dire, ouais, le problème, c'est le néo-capitalisme. Non. Enfin, on ne peut pas retourner avant le néolibéralisme. C'est pas ça le souci. Parce que ça, c'est quelque chose de réactionnaire. Critiquer la financiarisation du capitalisme sans critiquer le capitalisme, c'est faire le jeu des réactionnaires. Ou c'est être réactionnaire soi-même. Leur système, il n'est pas en très très bon état. Et ils en sont réduits à des méthodes de moins en moins subtiles et de plus en plus brutales pour garantir qu'on continue de consentir au contrat social qu'ils ont établi. Et l'exagération permanente d'un problème réel, brandi comme une menace pour obtenir notre consentement à quelque chose que nous ne voulons pas, ça a un nom, ça s'appelle du chantage. Et je crois que c'est ça que je ne tolère plus. Ce chantage permanent à la planète, à l'écologie, au climat, alors qu'il s'agit tout simplement pour une poignée de parasites de perpétuer leur mode de vie, qui lui-même détruit la vie, et le tout avec, parce que s'ils étaient tout seuls, cette minorité, s'ils étaient tout seuls, en fait ce serait pas si compliqué que ça de les dégager, mais ils sont aidés en cela par toute la petite bourgeoisie citadine qui se plaît à respecter la nature depuis leur métropole. C'est marrant cette panique qu'elle a sur la petite bourgeoisie citadine parce qu'elle dit des trucs qui peuvent être vrais, mais la petite bourgeoisie de campagne aussi, hein, je suis désolé, je vois pas en quoi un type qui a 10 employés à la campagne ne fait pas le jeu de la bourgeoisie en allant mettre son petit bulletin Macron, son petit bulletin Ciotti, son petit bulletin Le Pen année après année. Je suis désolé, je vois pas en quoi il fait moins le jeu de la bourgeoisie qu'un type qui a une petite bourgeoisie citadine. Elle a toujours cette opposition entre ruralité et ville, qui est une opposition réellement stérile et qui fait le jeu de la classe dominante parce que on va pas gagner en tant que ruralité ou en tant que ville. En fait, il faut l'alliance des exploités des deux côtés, exploités, dominés des deux côtés. Et ce truc-là d'opposer ville et campagne, c'est vraiment un truc qui fait le jeu de Macron pour le coup. Qui n'est pas assez cynique pour exploiter elle-même la peur, mais qui se contente de la propager, pris dans l'angoisse existentielle de l'effondrement de leur classe à eux, puisque cette classe a été gonflée, on va dire presque artificiellement, par la classe dirigeante pour se maintenir. Donc je suis toujours pas climatologue. Comment ça, la classe, la petite bourgeoisie a été gonflée artificiellement pour se maintenir? Mais ça sort d'où, ça?
depuis le début de cette vidéo, et je prétends pas en conséquence affirmer ce qui est ou qui n'est pas en termes de climat. En revanche, je parle de politique. En ce sens, mon boulot, c'est de prendre en compte ce qui est sur la base de ce que disent les experts du domaine, et je parle des véritables experts, pour prévoir et anticiper la meilleure manière de s'adapter. Et le boulot des scientifiques, des médias et des politiques, ce n'est pas de faire peur aux gens pour prouver qu'ils ont raison, pour faire le buzz ou pour nous faire accepter un projet de société totalement inacceptable. Pourtant, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. On a les scientifiques médiatisés, trop heureux qu'on leur fasse la part belle, qui vont faire de très jolies cartes tout en rouge pour nous montrer qu'on pulvérise des records de température. Les médias vont relayer ça parce que ça fait de la vue, en travestissant encore un peu plus la réalité, parce que évidemment promouvoir un récit prédisant qu'on va tous mourir dans les flammes de l'enfer de l'apocalypse, c'est évidemment plus vendeur que des sujets sérieux, qui posent des questions sérieuses sur comment adapter notre modèle agricole, notre modèle industriel aux changements du climat qui sont avérés, et de manière à subvenir aux besoins de la population. Parce que je rappelle quand même que le but d'une société, c'est ça, c'est d'organiser la production de ce qui est nécessaire à la survie du collectif. C'est la base. Derrière ça, la classe dirigeante en profite pour rafler la mise de la peur, pour nous faire accepter de manger des sauterelles, forcer l'implantation. Pourquoi elle boucle sur manger des sauterelles? Non mais, je vous parlais l'autre jour de Valek en disant que Valek, il était un peu en train de se rouge-bruniser, c'est-à-dire qu'il est sorti un peu du droitardisme, je trouve, pour avoir un truc un petit peu plus entre deux, avec sa vidéo sur la virilité, où il est moins caricatural qu'on pourrait le penser, sa vidéo sur la retraite aussi, où il dit la retraite par répartition c'est un peu pourri, mais la retraite par capitalisation aussi, ce qui était quand même un plus. Elle, c'est l'inverse. Et là, elle commence à reprendre des trucs genre you will eat the bugs et tout. Si ça se trouve, dans 2 ans, elle est plus matrixée que certains droitards originels. D'éoliennes de merde qui vont engraisser les financiers pour nous faire mieux passer la pilule que finalement la majorité de la population va vivre dans la misère, pendant que la classe dirigeante, la bourgeoisie financière, va continuer de mener son train de vie de parasite aux dépens du reste de la population. Alors que la bourgeoisie industrielle, elle, c'est la bourgeoisie industrielle, c'est des prolos comme les autres. Le tout avec tous ces idiots utiles, tous ces larbins de la petite bourgeoisie citadine qui annonne la doxa, te parlent de climat à longueur de journée depuis ses appartements parisiens ou lyonnais climatisés, avant d'aller prendre l'avion pour décompresser à Madrid et y oublier le temps d'un week-end culturel entre 2 jus de légumes leur angoisse climatique. À un moment, c'est peut-être cette classe qu'il va falloir démanteler, et ces métropoles avec, parce que ça tue la vie. Parce que, excusez-moi, mais... Démanteler les métropoles carrément, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle critique à la fois le discours de sobriété, le discours d'avoir une vie peut-être un peu plus simple, et à la fois elle dit oui, le problème c'est la surconsommation en métropole et il faut qu'on aille en ruralité, et en ruralité on aura une vie plus sobre. Au final elle est totalement incohérente, on comprend pas ce qu'elle dit. C'est un double discours total. Ils nous disent qu'il faut être plus sobre, mais à la fois ils surconsomment, donc faudrait qu'ils soient plus sobres. C'est ça qu'elle dit, quoi. Enfin, ok, si tu veux. Moi, je vais me reprendre un steak de cafard là pendant qu'elle parle. Les températures dans les endroits normaux sont normales. Un exemple tout bête qui ne vaut que ce qu'il vaut, mais qui sert ici d'illustration. Les températures dans les endroits normaux sont normales. Et comment elle peut dire après qu'elle croit qu'il y a vraiment un réchauffement climatique? Si y a un réchauffement climatique, ça veut dire qu'il y a un réchauffement global. Donc ça veut dire que peut-être qu'au lieu de faire 24, il fait 24,5 de moyenne sur ta commune, ou je sais pas quoi cet été. Enfin, voilà. Il y a quelques semaines, début avril, je suis allée faire des courses dans la zone commerciale de la grande ville la plus proche de chez moi. Et oui, j'y suis allée en voiture. C'était un jour où il faisait beau, et on nous a chanté ce jour-là le réchauffement climatique. Et en effet, à la ville, il faisait 22 degrés. Chaud pour un 10 avril. En revenant chez moi, au milieu de l'après-midi, dans mon village, en plein soleil, il faisait 11. Dans mon village où on a allumé la cheminée le soir jusqu'à fin avril, parce qu'on se pelait sa race. Mais comme les journalistes... Mais ça prouve quoi qu'on se pelait dans son village, putain? Les politiques, tous les prêcheurs qu'on entend sur ces questions sont des citadins, et qu'ils se prennent pour le centre et pour la totalité du monde, tu m'étonnes qu'ils aient l'impression que le climat se réchauffe de manière à rendre le milieu invivable à court terme. Voilà ce qu'elle dit, ce que je vous disais. Le problème, c'est que sa vision du monde, elle trouve qu'elle n'est pas assez représentée. Bon, elle devrait ouvrir un peu Pascal Pro, elle la verrait, sa vision du monde, mais elle dit, ils ont des visions du monde de citadins, ce qui est vrai. Et on pourrait critiquer le fait qu'il y ait du béton partout dans les villes, que c'est pas forcément fait pour respirer. Enfin voilà, il y a une canicule, vous habitez en banlieue de Paris, entouré de bâtiments et de béton, c'est l'enfer. Parce que dans leur métropole, c'est le cas. Donc c'est pas non plus étonnant que les plus inquiets du réchauffement climatique soient les gens des grandes villes, où le mode de vie est d'ailleurs tout sauf naturel, où le béton conserve la chaleur, où l'absence d'arbres et la pollution en font des fournaises absolument invivables dès que les températures montent un peu. Et comme les températures montent, ils viennent à la campagne exporter... Mais oui, mais si là,
Je te mets devant toi la danseuse pour le climat et qu'elle te dit oui, j'aimerais bien faire des parcs verts et puis planter des arbres dans la ville. Tu vas la traiter de bobo, je sais pas quoi. Oh, ils nous cassent les couilles, ils veulent planter des arbres, et gna gna gna, et les steaks de moustiques. Au bout d'un moment, c'est incohérent ton truc. leur mode de vie à la con sans se rendre compte que c'est ça le problème. Mais c'est une autre question. Le problème, c'est que donc, comme les citadins ont tendance à se prendre pour le monde entier, eh bien ils s'imaginent que le monde est partout comme chez eux. Et comme ça, dans les métropoles, et particulièrement à Paris, que se concentrent les médias et les sièges d'institutions et de décisions, eh bien on comprend aisément comment les bourgeois et les petits bourgeois qui peuvent se payer le luxe d'y vivre avec leur larbin. Mais encore une fois, elle n'utilise pas les bons termes, je suis désolé. Quand elle parle de petits bourgeois, les Parisiens dont elle parle, on est d'accord, c'est les progressistes un peu, je sais pas, qu'on fait un peu des études. C'est pas des petits bourgeois, c'est pas des gens qui détiennent leurs moyens de production et puis qui s'auto-exploitent. C'est pas des petits bourgeois, c'est pas des boulangers ou je sais pas quoi, ou des pharmaciens. Non, c'est pas ça. Ce dont elle parle, c'est des gens qui vont être ingénieurs ou bosser dans la com. C'est pas des petits bourgeois. Faut arrêter d'utiliser le lexique marxiste pour dire n'importe quoi. Hein. Du lumpenprolétariat. À la limite, bobo, c'est pas plus mal. Quand même dans les environs, parce qu'il faut quand même quelqu'un pour garder leurs gosses et faire leur ménage. Bref, on comprend. Elle a utilisé le terme lumpenprolétariat, déjà ça c'est drôle. Si vous voulez connaître un peu ce que ça veut dire, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Loïc Chéniaud fait-il partie du lumpenprolétariat sur ma chaîne principale, faut aller la voir. Et j'explique ce que c'est le lumpenprolétariat. Et en plus, elle dit les larbins du lumpenprolétariat qui gardent leurs gamins. Donc ça veut dire qu'en fait, elle parle de personnes qui ont un travail et donc qui ne sont pas du lumpenprolétariat par définition. Donc en fait, on voit que ce qu'elle dit là, c'est le reflet de sa vision du monde. Et bon, je vais pas la diffamer, mais j'ai l'impression que quand elle dit lumpenprolétariat, en fait, elle parle des travailleurs qui sont immigrés. C'est ça pour elle, le lumpenprolétariat, c'est peut-être ça pour elle, je ne sais pas. Le lumpenprolétariat, c'est peut-être des Arabes et des Noirs, avec, je sais pas, la femme arabe qui serait une nourrice, et puis le mari noir qui bosserait dans un restaurant. Ça, pour elle, c'est peut-être le lumpenprolétariat. Et puis peut-être que pour elle, le prolétariat, au final, c'est la même chose, mais en version blanche, qui sait. Et en fait, elle a peut-être dans sa tête une division entre prolétariat et lumpenprolétariat qui ne serait qu'une division raciale. Et donc en fait, j'aurais peut-être raison dans ma vidéo sur Loïc Chéniaud et ce serait peut-être une Loïc Chéniaud mentale. Mais je ne dis ça, je ne veux pas diffamer, donc je ne suis pas sûr. Prends comment ces gens occupent tout le débat public avec des questions qui les touchent. Et c'est là que le reste de la population qui voit ça, on en vient à avoir des représentations faussées de la réalité. Parce qu'on se dit, les médias sont le reflet du réel. Sauf qu'en fait, c'est un miroir déformant. Et ce miroir déformant, cette réalité déformée, elle finit par prendre le pas sur la réalité elle-même. Et pire que ça, elle nous fait douter de nos propres sens. Et quand on arrive à ce qu'il pleuve depuis 2 mois en quasi continu, où les cours d'eau sont remontés à des niveaux normaux, où il fait frais, et que t'as des gens qui te disent que en fait il fait anormalement chaud et que c'est la sécheresse, tu te dis mais c'est pas possible en fait. Enfin, c'est la double pensée orwellienne là. On a froid, on allume le chauffage. Elle a parlé d'Orwell. Non, il y a le bingo confus. Hein. Il y a le je suis pas si, mais quand même c'est bizarre. Il y a les trucs des liaisons pas claires avec un vieux fait divers qui contredirait une théorie scientifiquement admise. Il y a le lumpenprolétariat. Il y a Orwell. Il y a la danseuse pour le climat. Il y a les bobos. Enfin, il y a tout ce que vous voulez. Hein. On sort pas sans parapluie depuis 6 semaines, mais c'est pas vrai, c'est la sécheresse, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que ceux qui contrôlent les représentations, ils passent leur temps à te le dire. Il fait trop chaud, nous allons devoir donc en conséquence changer nos modes de vie. Et en traduction, ça veut dire nous allons vivre comme des pauvres. Sauf que bien entendu, ceux qui prêchent ce déclassement ne vivront pas, eux, comme des pauvres. Car il s'agit pour eux de maintenir leur train de vie citadin, fait de chauffeurs Uber, de trottinettes électriques, de steaks de soja industriels venus de l'autre bout du monde, de supérettes ouvertes la nuit, de livraisons à toute heure, de nuits pleines de lumière, mais sans jamais que cette lumière vienne des étoiles, et de journées grisâtres et irrespirables, sans voir le soleil derrière les immeubles. Et ces mêmes gens vont te dire que les activités... Qui pour lui envoyer un pack avec 1984, le meilleur des mondes, la société du spectacle et un pack de 4 steaks de moustiques pratiquée par l'humanité depuis des milliers d'années pour assurer notre survie à tous, c'est mal. La technologie qui bouffe des ressources et qui ne sert à rien, en revanche, c'est bien. La chasse, c'est mal. Les insectes, c'est génial. Les agriculteurs, des salauds. Total Énergie qui va mettre des éoliennes sur leur terrain, des gentils. Te chauffer au bois, c'est une pratique dépassée avec laquelle... Mais tu crois que les écolos, ils sont pour Total et puis... C'est n'importe quoi. Ils sont pour la technologie à outrance... En plus, moi, pour le coup, je trouve que c'est un peu con de la part des écolos, des fois, d'être contre la technologie. Il y en a des écolos réacs comme ça. Bon, moi, je les critique, mais justement, c'est pas...
Faut arrêter de croire que les écolos, ils sont dans un double discours et qu'ils sont à fond pour la technologie qui consomme de l'électricité. Enfin... Il faudrait en finir. Par contre, te faire livrer ta marijuana par des sans-papiers en trottinette électrique, c'est l'avenir. Et ne vous y trompez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Sincèrement, elle a quand même un inconscient qui semble, je ne sais pas si elle est raciste, mais voilà, ton inconscient semble un peu raciste. C'est quoi cette histoire encore de quoi? D'immigrés qui livrent de la marijuana en trottinette électrique? S'y trompez pas, c'est ça qu'ils veulent conserver. Et ce mode de vie, acculé comme ils le sont, empêtré dans les contradictions du modèle qu'ils ont créé mais qui est en plein effondrement, ils ne peuvent désormais le conserver qu'aux dépens de la majorité d'entre nous, qui allons devoir accepter sacrifices, diminution drastique de notre mode de vie, coupure d'électricité, restriction d'eau, y compris dans les endroits où il y en a, et surtout dans les endroits où finalement on en consomme le moins, et où les gens vivent beaucoup plus chichement et beaucoup plus simplement qu'un Parisien peut se l'imaginer, aussi minimaliste soit-il. Pour que puisse perdurer ce modèle bancal et que puisse advenir l'utopie bourgeoise d'un... Mais donc là, elle dit oui, on vit chichement à la ruralité, mais tout à l'heure, elle était contre la sobriété, donc on comprend rien. Monde vert, où ce qui pollue est importé depuis l'autre bout du monde et où la bourgeoisie responsable de la destruction de la dite planète peut continuer à prétendre avoir les mains propres et à faire porter le chapeau à tous ceux à qui ils auront tout pris, à qui ils vont faire payer leur train de vie de parasites, qu'ils n'hésiteront pas, pour garantir la perpétuation de leur système, à empêcher de vivre. Alors avec cette Non mais il n'y a rien dans sa vidéo, elle répète la même chose en boucle depuis 35 minutes, c'est insupportable, c'est vraiment insupportable comme truc. Enfin vraiment elle se discrédibilise, là pourquoi est-ce qu'elle a pas écrit quelque chose, on connaît pas encore, je sais pas ce qu'elle proposerait pour le climat, non en fait c'est des gens qui font jamais rien, c'est pareil, elle parle de mouvement social depuis des années, il y a un mouvement social historique, elle en parle pas, et puis elle dit que c'est un truc de bobo quoi. Enfin vraiment, cette meuf est en dehors des luttes quoi. Elle est en dehors des luttes, elle dit ah ouais non mais il y a un réchauffement climatique, hein, c'est vrai, je le crois, mais en fait elle dit tous les trucs de mecs qui le croient pas et elle propose rien pour changer les choses, donc à quoi elle sert en fait? C'est ça faire de la politique pour elle? Non, elle est juste sur des paniques de petites bourgeoises rurales. C'est exactement ça son truc. Elle pense comme ouais c'est les grandes gueules ou Pascal Promental quoi. Vidéo, on va sans doute m'accuser de nourrir le climato-scepticisme et de détourner les gens de la lutte contre le réchauffement climatique, mais je réfute d'avance cette accusation. Je n'essaye pas de manipuler la réalité pour la faire coller à ma vision du monde. J'ai une méthode beaucoup plus empirique et beaucoup plus, j'espère, proche de la méthode scientifique qui consiste À quel moment la méthode empirique c'est proche de la méthode scientifique à observer le réel, même s'il ne me convient pas, même s'il me dérange profondément dans mes convictions, de manière à pouvoir construire un raisonnement là-dessus. À observer le réel, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas formé intellectuellement, je pense. Et c'est triste, hein, mais je sais pas, t'as 300 000 abonnés, t'as eu le temps et tout de te politiser. Je sais pas, ça fait longtemps qu'elle est dans le game. Comment ça se fait qu'elle soit pas formée philosophiquement, en philo-politique et tout Est-ce que invoquer le bon sens ou invoquer le réel, ça c'est bien et ça permet d'avoir un côté scientifique quoi. Elle connaît pas les différences, je sais pas, enfin, je vous en ai déjà parlé, par exemple chez Hegel entre la réalité et la Wirklichkeit, entre la réalité et la réalité effective, entre ce qui a comme juste la caractéristique d'être, voilà, et puis ce qui est par contre de manière transformée par l'esprit humain, par le travail humain, des choses comme ça. Ça veut rien dire là de dire oui je vois le réel, on a l'impression qu'il n'y a pas de vision du monde derrière ce qu'elle voit, elle est capable de toucher le réel directement alors qu'évidemment que c'est pas le cas quoi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est là à côté d'un truc, il fait froid et donc elle voit le réel, elle voit les faits directement, c'est ça qu'elle nous dit. Elle pense pas qu'il y a un travail à faire pour arriver à atteindre pour le coup l'effectif, ce qui est un travail, un passage par le concept en fait. C'est ça, elle comprend pas que pour savoir que la Terre est ronde, on peut pas juste regarder. On n'a pas une accessibilité directe à la réalité. On doit passer par le concept, par la théorie, par la science, pour arriver à faire des calculs et tout se dire en fait elle est ronde. En fait elle est ronde alors que devant moi j'ai l'impression que c'est plat. Non, elle dit ouais, non mais je vois directement le réel. Là je vois qu'en fait il fait frais donc bah les couilles, on essaie de me mentir quoi. Elle a aucune formation philo, politique, scientifique, c'est incroyable. N'estime pas avoir assez d'importance pour pouvoir convaincre qui que ce soit que la réalité est autre que celle qu'il voit. Et d'ailleurs, qui sinon les gens qui utilisent de manière malhonnête et à des fins malhonnêtes un fait scientifique détournent vraiment les honnêtes gens de l'écologie. Si les gens qui passent leur temps à nous saouler avec le climat en parlaient sans qu'on ait l'impression que c'est uniquement dans le but d'alimenter une hystérie collective, il y aurait peut-être moins de gens qui doutent. Si on n'avait pas l'impression d'être pris pour des gogos, pour des enfants particulièrement là en permanence, si les affirmations dans les médias au service des intérêts d'une classe dirigeante ne contredisaient pas en permanence ce que nous disent
notre instinct et notre intelligence, pour peu qu'évidemment que cette Mais société... en quoi ton instinct, il peut dire la science, elle est en train... Oui, je pense que c'est plus rationnel et plus proche de la méthode scientifique, et là, elle nous parle de son instinct, quoi, c'est évident. C'est évident que c'est l'inverse, quoi, que l'instinct, ça renvoie à l'animalité, un rapport direct et béat à ce qui a juste comme caractéristique d'être, quoi, enfin, c'est nul. C'est nul. n'est pas encore corrompu nos sens, peut-être qu'il pourrait y avoir un dialogue. Mais comment dialoguer avec des gens dont le seul but est de conserver le statu quo, quitte à mentir et à travestir la réalité? Comment dialoguer avec des gens qui ne peuvent finalement que s'enfoncer toujours plus dans le mensonge, le déni de réalité? On en est à un stade où ce milieu-là, c'est un gloubi-boulga de gens qui hurlent, qui sont angoissés du climat, qui travestissent C'est elle qui parle de déni de la réalité, quoi, et de confusionnisme, l'enfer. la réalité, qui l'exagèrent quand ça arrange leur discours et qui la taisent quand ça n'arrange pas leur vision du monde. Alors non, je ne prendrai pas ça sur moi et je ne céderai pas au chantage à la peur et n'accepterai pas de laisser ces questions se faire prendre en otage pour autant. Parce que, de fait, ce sont des questions sérieuses. Comment adapter notre modèle agricole et industriel aux défis que vont poser les changements climatiques? Mais t'as 350 000 abonnés, non 310 000 abonnés. Tu parles 40 minutes, t'aurais pu nous parler de ça, t'aurais pu dire bon bah voilà, on nous dit qu'il faisait chaud, bon c'est marrant quand même parce qu'ils se sont trompés de 5 degrés, tu faisais 30 secondes sur ça, et tu faisais un épisode sur comment est-ce qu'on pourrait adapter notre modèle agricole, qu'est-ce qu'on doit faire. Ce serait beaucoup plus intéressant que de pleurnicher pendant 40 minutes sur le fait qu'il faisait froid il y a 3 jours et que du coup ça prouve quelque chose, quoi. Comment planifier la production d'une énergie décarbonée pour nous permettre de continuer à produire ce dont nous avons besoin et donc de continuer à vivre? Ce sont des questions vraiment sérieuses qui méritent mieux que des accusations en négationnisme et des gosses qui pleurent leur éco-anxiété à la télé. Alors quand on pourra parler rationnellement de ces questions, eh bien j'arrêterai de montrer comment ce récit est utilisé par une élite dégénérée qui se détache toujours plus de la réalité en nous mettant toujours plus dans la merde. Parce qu'il y a pire que d'être négationniste du changement climatique, c'est être négationniste du réel. Alors si des gens retiennent de cette vidéo que je suis Négationniste du réel et du bon sens, hein, voilà, elle est comme Stéphane, elle peut directement toucher le réel. climato-sceptiques, c'est qu'ils sont soit de mauvaise foi, soit complètement débiles, et que de fait j'ai rien à leur dire. Et oui, ce que je vous dis ici vient en grande partie d'un ressenti. Mais ce n'est pas moins du ressenti que les discours catastrophistes qui servent les intérêts de la bourgeoisie financière. Elle a dit combien de fois ça? Elle l'a dit au moins 50 fois. Mettez dans les commentaires combien de fois est-ce qu'elle a dit voilà, moi je suis dans le ressenti mais les autres aussi, et du coup moi je suis dans le réel, hein. Et ça ne fait pas que mon propos en est moins légitime en fait. Car ce n'est pas parce que ce n'est pas le discours qui est promu dans les médias qu'il a moins de valeur. Pour conclure, à la fin, faites confiance à vos instincts. Faites-vous confiance. Si vous trouvez ça chelou, c'est qu'il y a un loup. Si vous constatez un décalage entre votre réalité et ce que les médias vous disent qu'est votre réalité, ce n'est peut-être pas que vous pensez de travers. C'est peut-être qu'ils vous trompent, sciemment ou pas d'ailleurs. Je ne fais pas de procès d'intention ici. Mais faites-vous confiance. Faites confiance à vos sens, faites confiance à votre instinct. Parce que si à la fin, la manipulation médiatique ne suffira pas à sauver la bourgeoisie de l'effondrement, votre instinct à vous vous aidera à survivre aux conséquences de La bourgeoisie de l'effondrement et tout. On comprend rien. Elle mélange les tests sur l'effondrement à moitié survivaliste et puis la crise de la bourgeoisie. Mais pourquoi elle appelle ça l'effondrement de la bourgeoisie? Ah, ça m'énerve. de cet effondrement qui arrivera inévitablement et dont nous subirons également les conséquences. Parce que ne vous y trompez pas, ils chercheront à se maintenir par tous les moyens, quitte à entraîner le monde dans leur chute. Et si pour ça, il faut vous mentir sur la météo, ils le feront. S'il faut désigner comme ennemis ceux qui essayent de dire le vrai. S'il faut vous mentir sur la météo, ils le feront. Genre les mecs, ils vont trafiquer la météo. Tu sors chez toi, il fait hyper chaud, il y a marqué 5 degrés, il pleut. Ils le feront. Et s'il faut prendre la planète en otage, ils n'hésiteront pas à le faire. Je crois que c'est assez clair qu'ils le font déjà. Donc ne vous trompez pas sur leurs intentions, sur la possibilité de dialoguer avec eux. Mais rappelez-vous quand même que tout ce que je viens de vous décrire là, c'est aussi l'un des signes que leur règne touche à leur fin. Et que dans des périodes comme la nôtre, le cours des événements peut être très très vite bouleversé. À peine 3 ans ont suffi à la France. Elle a rajouté, quand elle a dit leur règne touche à leur fin, elle a rajouté sa fin. Parce qu'elle s'était trompée dans sa phrase. Au montage, ça veut dire que au montage, elle s'est réécoutée et c'est le seul problème qu'elle a trouvé dans cette vidéo. Putain. Pour mettre à bas la monarchie absolue. La classe qui s'est instituée à sa place et s'est maintenue depuis la fin du 19e siècle est aujourd'hui devenue aussi faible, aussi dégénérée, aussi angoissée de perdre sa place que les rois d'alors et aussi dépourvue d'instinct de survie que ces derniers. Ce qui les rend peut-être plus dangereux, en tout cas sur de court terme. Mais c'est dans des moments comme celui-ci que l'histoire a cette capacité à faire des sauts surprenants. Quand cette situation se combine avec l'arrivée sur sa scène d'une autre classe qui vient pour prendre les commandes, qui vient organiser la société de manière à ce que le chaos créé par ceux d'avant ne signe pas la mort de la nation tout entière. Mais elle peut pas faire de la politique, genre
Là, dans 40 minutes, là, elle nous dit oui, elle nous parle d'une perspective révolutionnaire, une autre classe qui prendrait le pouvoir, là. Elle aurait pu nous faire un truc sur le sujet révolutionnaire. Quel sujet révolutionnaire aujourd'hui ? Qui est capable de prendre le pouvoir aujourd'hui et de remplacer la bourgeoisie ? C'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question de théorie révolutionnaire. Et moi, je suis pas sûr qu'actuellement il y a un sujet révolutionnaire réel, que ce soit qu'on soit arrivé au point, comme en 1789, où la bourgeoisie, voilà, elle avait les commandes partout, elle avait une supériorité dans sa vision du monde, dans son idéologie, dans la science, elle gérait à la fois les assemblées, elle gérait la production, tout ça. Aujourd'hui, je sais pas à quel point on est capable d'avoir un véritable sujet révolutionnaire en France. Si ça se trouve, je me trompe, mais elle aurait pu nous faire quelque chose là-dessus, c'est vraiment une question intéressante. Elle a préféré nous chier un truc de 40 minutes sur rien, quoi, sur du vent. C'est à nous maintenant de faire en sorte que cette nouvelle classe, appelée à organiser la société, soit celle des producteurs, ceux qui permettent par leur travail notre survie à tous. Et ça commence par se sentir légitime. Ça commence par dire les choses telles qu'on les voit, telles qu'on les ressent, à rebours, s'il le faut, des récits établis uniquement dans le but de conserver un ordre social défaillant. Alors avant de vous laisser, je vais vous rappeler une vérité assez intemporelle. L'organisation de toute société n'est jamais que le résultat d'une lutte permanente entre des intérêts de classe contradictoires. Alors je vais le dire franchement, je ne fais pas partie de la classe des producteurs. Mais mon intérêt à moi... Ah, elle s'en rend compte, c'est excellent, c'est excellent. Mais pourquoi elle nous parle de la fin, elle nous fait... l'histoire de toute société n'est que l'histoire de lutte de classe. Pourquoi elle nous parle de ça là maintenant alors qu'elle est une analyse tout à fait anti-marxiste? Elle nous parle de lumpenprolétariat pour nous parler de prolétaires immigrés. Elle nous parle de petite bourgeoisie pour nous parler des classes intermédiaires. Enfin, elle raconte n'importe quoi en fait. Et puis là, elle nous dit oui, mais quand même, la lutte des classes c'est important. Ok, super. C'est de voir la France se sortir par le haut de toutes les crises qu'elle puisse avoir à traverser. C'est de voir la France survivre. Et c'est pourquoi Elle se croit vraiment en dehors de ces déterminismes de classe. C'est-à-dire qu'elle nous dit ouais, moi je suis pas productrice, mais quand même moi j'ai un amour de la France et j'ai envie qu'elle sorte par le haut. Mais excusez-moi, avoir un amour de la France en n'étant pas une productrice, ça a toutes les chances de finir dans un nationalisme qui sert des intérêts de la bourgeoisie. C'est possible qu'elle le fasse pas, hein, évidemment. On peut sortir un peu de ces déterminismes en les comprenant relativement et tout. Mais quand même, ça sent pas très très bon. Hein. Quelqu'un qui est pas producteur et qui nous dit pas oui, moi je suis pour l'intérêt du prolétariat et tout, je suis pour l'intérêt de la France et qu'elle sorte par le haut. Moi, sincèrement, si demain le prolétariat européen prend le pouvoir et que la France est mise en minorité dans l'État européen, et puis voilà, ça me gêne pas particulièrement parce qu'on vivra mieux, parce qu'on aura un renversement en fait du rapport de classe, tout ça. Enfin, je suis pas là à fétichiser la France. Elle est là à mettre la France en avant, quoi. C'est un problème. Jamais que le résultat d'une lutte permanente entre des intérêts de classe contradictoires. Alors je vais le dire franchement, je ne fais pas partie de la classe des producteurs. Mais mon intérêt à moi, c'est de voir la France se sortir par le haut de toutes les crises qu'elle puisse avoir à traverser. C'est de voir la France survivre. Et c'est pourquoi je me range derrière la classe des producteurs. Dans cette optique, je m'inscris donc en opposition totale et frontale aux intérêts... Je suis pas sûr que les intérêts de la France et les intérêts de la classe des producteurs soient la même. Hein. C'est pas du tout évident en fait. Hein. Défendus par la bourgeoisie et ses larbins petits bourgeois qui s'incarnent aujourd'hui respectivement dans la Macronie et cette classe moyenne qui a choisi de s'en faire l'aide de camp, écologiste, gauchiste. Mais classe moyenne ou petits bourgeois, et c'est quoi cette histoire de gauchiste chez les petits bourgeois alors que c'est quand même pas non plus la classe la plus gauchiste, hein. C'est souvent des réacs les petits bourgeois. Hein. Enfin, ils pensent en fait souvent comme elle, c'est ça qui est marrant, c'est qu'elle a vraiment la vision du monde du petit bourgeois, alors peut-être plus le petit bourgeois rural, mais elle parle pas en fait, elle quand elle parle des bobos, c'est plus une classe moyenne haute que des petits bourgeois quoi. Ouais, à la limite peut-être devrait rajouter culturel quoi, cette sorte de bourgeoisie culturelle. Et bobo citadin. Alors que la classe dirigeante m'appelle ennemi parce que je pointe du doigt leur travestissement de la réalité dans le but de nous soumettre à leur ordre social délétère, c'est un honneur pour moi d'être l'ennemi des ennemis de la France. Allez, je vais me baigner tant qu'il y a encore de l'eau. Prenez soin de vous. Putain, la vidéo des enfers, quoi. J'étais pas prêt pour ça, hein. J'étais pas prêt du tout pour ça, c'est l'enfer, hein. Et puis voilà, elle dit oui, et s'ils me prennent pour des ennemis, mais tu penses comme tout le camp de droite Bolloré, ça va, t'es pas non plus un discours dissident de ouf, hein. Elle nous parle d'eau, elle arrive à nous pas parler de Sainte-Soline. En fait, elle s'inscrit jamais dans les mouvements de lutte réelle, quoi. Il y a eu Sainte-Soline, elle s'en tape, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est quelqu'un qui aurait pu évoluer mieux que ça, quoi. Quand je vous parle de la théorie de Moïse, là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé sur cette chaîne, donc il doit y avoir des abonnés qui connaissent pas la théorie de Moïse, la théorie de Moïse qui vient couper la mer Rouge-Brune en deux.
Mais étant donné que la société actuelle est en crise, on a une repolarisation de droite-gauche. Parce que quand la société n'est pas en crise, quand il y a une relative stabilité où tout le monde profite, et ben le système qui permet, qui propose cette société qui va relativement bien, qui est relativement stable, et ben ce système, il reste aussi, le système politique reste stable. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de gauche et de droite, de différence évidente entre la politique de gauche et la politique de droite, entre les années les années 80 et les années 2010, quoi. Parce qu'on a une élite qui propose toujours le néolibéralisme, que ce soit du néolibéralisme de gauche, du néolibéralisme de droite. Et donc, quand on disait il y a plus de droite et de gauche à l'époque, c'était pas forcément faux. C'était pas forcément faux, il y avait pas vraiment de différence droite-gauche. Mais avec la crise du système néolibéral, on a une crise aussi du centre, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a plus deux partis de centre qui sont réunis en un seul. Il n'y a plus UMP et PS, il n'y a plus que LREM maintenant. Même s'il y a toujours LR, mais LREM et LR, ils font 35% des voix. Alors qu'avant, UMP et PS, ça faisait 60% des voix. Donc on voit qu'il y a une espèce de contraction du centre qui est vraiment en crise. Et il y a une rebinarisation de la droite et de la gauche avec la proposition d'une droite libérale, autoritaire, réac. Donc une vraie droite, et une vraie gauche qui propose le progrès social, tant sur le plan des luttes individuelles, je sais pas, antiracistes, féministes, des trucs comme ça, que sur le plan productif et sur le plan social, donc avec des acquis sociaux nouveaux et avec de la lutte écologique, quoi. Et donc les rouges-bruns, et donc les gens qui se trouvent un peu entre deux là-dedans, ils vont être obligés de choisir leur camp. Parce qu'ils sont dans une position qui n'a pas trop de sens. Ils sont dans une position qui est ni dans un camp ni dans un autre et ils sont obligés de choisir. Et là, moi je trouve que Tatiana, elle file à droite. Elle est en train de filer à droite. Et il y a d'autres rouges-bruns qui vont filer, eux, plus à gauche. Ils vont devoir choisir, en fait. Et c'est ça la théorie de Moïse qui sépare la mer rouge-brune en deux. Et je trouve que la métaphore est pas mal. Non, mais c'est vrai que elle, plus ça va, plus on voit qu'elle reprend des trucs où cette vidéo-là, ce serait une vidéo d'un droit tardé, ça me choquerait pas. D'ailleurs, le Raptor l'a partagé dans sa story, sa vidéo. Ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Il a dit très bonne vidéo et tout. Ça veut dire ce que ça veut dire.